Et on commente l'actualité avec ce midi François Dorcival de Valeurs Actuelles. Bonjour François. Bonjour. Michel Soudet de Politis. Bonjour. Michel, on va tout d'abord revenir bien sûr sur les précisions apportées par le Premier ministre. Les cotisations salariales baisseront de plus de 2 points dès le 1er janvier, quand la CSG augmentera, elle, de 1,7%. Une seconde baisse des cotisations aura bien lieu à la rentrée. À la rentrée, il y aura un gain de pouvoir d'achat pour les actifs. On précise bien les actifs, c'est ce que martèle Édouard Philippe. Nous allons augmenter la CSG. Pas pour le plaisir d'augmenter la CSG, pas pour avoir des recettes supplémentaires pour l'État. Nous allons augmenter la CSG pour justement pouvoir financer une baisse des cotisations sociales, une disparition des cotisations salariales sur la maladie et sur le chômage. Pourquoi ? Pour financer l'augmentation du pouvoir d'achat de ceux qui travaillent. Et l'idée sera de faire en sorte que tous les actifs bénéficient de la réforme, donc notamment les fonctionnaires. Alors, Édouard Philippe, a-t-il éteint le malaise qui a commencé dès la publication du communiqué, parce que c'est sorti de Bercy, on s'en souvient, avant-hier soir, d'après vous, c'est bon ? Je ne suis pas sûr que ça soit fini. Non. Le budget, vous savez, il va être le principal sujet après le Code du travail, donc il sera présenté fin septembre, il va occuper le mois d'octobre et le mois de novembre. Il est sûr que là, ils ont beaucoup d'explications à donner. Je ne comprends pas bien d'ailleurs quelle est leur communication, parce que pourquoi avoir annoncé cette baisse de l'APL de 5 € au début du mois d'août à la fin du mois de juillet? C'était 400 millions d'économies en année pleine. Ensuite, ils nous annoncent que la CSG va entrer va être immédiatement appliquée, la hausse de la CSG va être immédiatement appliquée au début du mois de janvier, mais que les réductions de cotisations seront en 2 temps. Donc les gens se disent, pas de changement, on a la hausse des impôts, la baisse des cotisations, on verra. Aujourd'hui, ils corrigent en disant, attendez, c'est pour le 1er janvier et ensuite pour le 1er octobre. Tout ça donne une communication gouvernementale que je trouve moins bien gérée que la communication du président de la République, et qui exigera évidemment pas mal de mise au point. Il y a 2 choses. Je pense que le budget va effectivement être extrêmement compliqué à faire. D'abord parce que l'ampleur des économies annoncées de l'ordre de 20 milliards, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu lors des années passées. Les socialistes n'y étaient pas parvenus, donc il va y avoir besoin de tailler dans énormément de dépenses sans que les précisions soient vraiment données. Du coup, le gouvernement est obligé de faire ce genre de petit tour de passe-passe où on augmente la CSG d'abord avec des cotisations qui vont être réduites, mais pas du montant maximum qu'elles devaient être réduites, comme ça a été expliqué. Tout ça, ça ressemble effectivement à beaucoup, et les gens vont le comprendre comme ça, à un tour de bonneteau dont on sait en général que c'est le manipulateur est toujours celui qui gagne. Ouais. Et ça c'est la communication, mais vous ne pensez pas qu'à l'arrivée, à la rentrée prochaine, il y aura un gain du pouvoir d'achat pour, alors, encore une fois, pour les actifs, parce que on revient quand même à la philosophie salariés. Voilà, les actifs salariés. C'est privilégier le travail au détriment de la rente. Oui, certes, mais très bien. Mais à condition qu'ils ne soient pas fonctionnaires. Il y aura des compensations. Il dit qu'il y aura des compensations, mais on ne les connaît toujours pas, elles ne sont toujours pas annoncées. Et on voit bien que dans certains milieux, il y a déjà des petits mouvements de contestation ou autre. Quand des CRS refusent de partir en déplacement... On va parler du malaise dans la police dans quelques instants. Mais vous ne croyez pas donc, à ce gain de pouvoir d'achat? Parce qu'in fine, c'est quand même ça, principal. Et ce qui est la présentation du gouvernement. Le but, c'est en effet de baisser les cotisations sociales qui pèsent sur le travail pour que, complémentairement à ce qui va se faire du point de vue de la loi sur la réforme du Code du travail, que la baisse du coût du travail, cet ensemble fasse qu'il y ait de la création d'emplois. Évidemment, c'est la direction. Mais le choix de la hausse de la CSG qui pèse sur tous les revenus, et notamment ceux des retraités et des classes moyennes, qui sont les plus affectés par les hausses d'impôts déjà,
Ceci est un choix gouvernemental depuis l'origine, mais il est certain qu'il posera bien des problèmes. Alors vous parlez de choix gouvernemental. Il peut y avoir effectivement une petite hausse de pouvoir d'achat. Elle a été chiffrée d'ailleurs pour les salariés actifs, je répète, qui ne sont pas fonctionnaires. Mais quel sera le prix par ailleurs au niveau des prestations rendues? Parce que ce que le gouvernement dessine avec le passage de la cotisation chômage à la CSG, c'est une étatisation de ce qui était une assurance gérée par les partenaires sociaux. Et là, la réforme va venir plus tard. On ne sait pas exactement ce que ça va donner en termes de droits pour ceux qui se retrouvent au chômage. C'était un peu dans les tuyaux. Bon, il y a de nombreux casse-têtes du gouvernement, on va continuer un peu sur la même thématique, potentiellement explosifs, notamment pour les collectivités locales. Il y a les contrats aidés, ils vont fortement diminuer, 459 000 en 2016. Là, on devrait arriver l'an prochain à moins de 200 000 explications. Ces emplois ne sont pas forcément efficaces. Julien Garel. Dans sa chasse aux milliards, Édouard Philippe a une nouvelle cible dans le viseur, les emplois aidés. Le principe est simple, faire subventionner les contrats par le gouvernement. Un système largement utilisé par les collectivités locales et les associations. Problème, il est jugé beaucoup trop onéreux par le nouveau Premier ministre. Au mois de juillet, le ministère du Travail estimait que presque 2,8 milliards d'euros seraient consacrés cette année au financement des contrats aidés. C'est 0,4 milliards de plus que ce qui était prévu dans la loi de finances pour 2017. Pour justifier leur baisse, Édouard Philippe pointe également du doigt leur manque d'efficacité. Il avance un chiffre, seuls 25% des personnes bénéficiant d'un contrat aidé trouvent un contrat durable par la suite. Sur l'année 2017, 320 000 contrats aidés ont été financés par l'État. Il y en aura moins de 200 000 en 2018, selon Édouard Philippe. Une décision contestée par de nombreux représentants politiques, notamment socialistes, qui jugent ces contrats indispensables pour certaines catégories de la population. Leur réduction avait néanmoins déjà été prévue par le gouvernement précédent, qui avait consommé rien que sur les 6 premiers mois de l'année, 70% de l'enveloppe prévue. Alors ce sujet, est-ce que ça peut devenir comme d'autres un sujet explosif ? Écoutez, ça peut devenir un sujet politique tout à fait important, un sujet de polémique, etc. Mais sur ce point, il est clair que le gouvernement a raison. On n'est pas là pour créer de l'emploi aidé, on est là pour créer de l'emploi tout court. L'emploi aidé est un emploi fictif. C'est un emploi qui ne peut pas durer, c'est un emploi qui vit de la subvention de l'État transféré à la collectivité locale, et qui est donc, par rapport à l'emploi réel, un trucage de deux choses l'une, où il s'agit d'emplois d'État, et dans ce cas on crée des postes de fonctionnaires, comme ça n'est pas le cas, ce sont des emplois d'association. Tout ça n'a pas de sens. Alors évidemment, à partir du moment où l'on en crée 350 000 ou 400 000, les collectivités locales en profitent, c'est naturel. Mais ça n'est pas une politique logique dans la gestion de l'emploi en France. Il y a plusieurs idée du gouvernement. Il y a plusieurs aspects à cette question. D'abord, sur le nombre, sur la réduction du nombre d'emplois aidés, c'est l'équivalent d'un plan social. Ça va toucher plus de 130 000 personnes qui vont se retrouver au chômage, puisqu'elles étaient en dehors des statistiques, elles étaient dans un emploi aidé où il y avait, pour beaucoup d'entre elles, une part de formation au terme d'une longue période d'inactivité pour les remettre dans le monde du travail. Ensuite, l'autre aspect négatif de ce qui est annoncé, c'est finalement c'est toutes les difficultés qui sont posées aux mairies, dans le secteur de l'éducation notamment. Alors ils disent que là ils ne vont pas y toucher, mais c'est là où on est dans l'emploi fictif, parce que mettre des assistants maternels, des assistants pour les élèves handicapés ou tout ce personnel qui fait fonctionner l'éducation nationale en emploi aidé, ça devrait être des emplois pérennes et des emplois beaucoup mieux payés qu'ils ne le sont, parce que les emplois aidés, c'est pas des gros salaires. Maintenant, on proteste sur le coût des emplois aidés. Mais le coût des emplois aidés, c'est au grand maximum 20 à 30 000 euros par an pour un emploi, alors que le coût d'un emploi créé par le CICE, c'est 320 000 euros au minimum. Mais vous voyez bien dans votre démonstration, qui d'une certaine façon illustre la mienne,
c'est que ces emplois-là ne sont pas aujourd'hui pérennes. Donc votre plan social, de toute façon, il se produit. Mais ces emplois... Quand on diminue le nombre d'emplois aidés, vous dites plan social, moi je dis, mais de toute façon, l'emploi aidé ne dure pas toute la vie d'un fonctionnaire. Ça dure un an, des fois c'est prolongé de 2 ans. Les collectivités locales ont besoin des emplois aidés, c'est parce qu'on les a appauvris aussi ces dernières années, avec toutes les sortes de baisses de dotations. Non, mais le passage des emplois dans les collectivités locales d'1 million d'agents quasi-fonctionnaires en 15 ans est évidemment anormal. Il est dû notamment, effectivement, au transfert de pouvoir, de charge, de mission que l'État a et dû aussi à l'augmentation des structures comme l'intercommunalité ou autres qui n'ont pas créé. Or, ce devrait avoir créé plus de productivité, donc moins d'emplois. Nous sommes devant la nécessité de descendre et de diminuer les dépenses publiques. Bon, c'est vrai qu'il y a eu transfert de compétences aussi, ça personne ne peut le mettre. Alors, sur ce même registre, François Bayrou, on va faire parler de lui, il affirme dans Le Point que l'opinion ne voit pas forcément clairement la direction prise par le gouvernement, ça rejoint un peu ce que vous disiez, François Dorcival. Il s'inquiète également du poids pris par l'administration. Comment expliquez-vous cette sortie du président du Modem ? Vous vous rendez compte, cher Philippe, que cette semaine, Emmanuel Macron a affaire à, d'une part, les remarques de François Hollande, et d'autre part, celle de François Bayrou. Je ne sais pas dans quel état psychologique il doit se trouver aujourd'hui. Bref, les remarques de François Bayrou sont du François Bayrou. Naturellement, s'il était dans le gouvernement, il ne les tiendrait pas. Et celles de François Hollande sont à l'envers, mais elles sont également celles d'un homme politique. Tous les deux ne veulent pas cesser de pouvoir commenter l'action politique dont ils ne sont pas ou ne sont plus les acteurs. Et évidemment, quand on voit François Bayrou se plaindre, enfin dire que dans le gouvernement il n'y a pas assez de poids lourds politiques, on décèle évidemment une certaine amertume suite au fait qu'il ait eu besoin de partir. Maintenant, sur le fond, il n'y a aucune critique sur le fond de la politique poursuivie par Emmanuel Macron. Simplement, il dit l'opinion ne voit pas clairement la direction, le but que l'on se fixe. C'est la ritournelle classique du manque de pédagogie. Dont on sait très bien que les gens n'en ont que faire et c'est pas ça qui va leur faire changer d'opinion. Ils ont très bien compris à l'annonce des mesures fiscales au début de l'été que l'essentiel va permettre aux plus riches de payer beaucoup moins d'impôts et que eux n'auront que des miettes, et avec un certain nombre de mesures qui vont leur coûter plus cher, comme la hausse qui est faite sur les carburants, le chauffage, tout ça qui est annoncé et qu'ils vont devoir payer. On va s'intéresser, voilà pour ce chapitre, on aura l'occasion d'y revenir, je pense, assez longuement dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. On va s'intéresser à cette grogne, autre grogne, l'Union des policiers nationaux et indépendants récolte des clichés pris par des agents des forces de l'ordre pour dévoiler la vétusté de leur matériel et de leurs locaux. Elles sortent en ce moment, on peut les voir sur Internet. On se souvient de ce mouvement de grève de grande ampleur de la police, enfin pas de grève, de grogne, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire grève évidemment. À l'automne dernier, est-ce que vous pensez que c'est un mouvement qui pourrait revenir et s'agréger peut-être à d'autres mouvements de mécontentement ? Écoutez, il y a dans les personnels de police et des forces de sécurité dans l'ensemble, il est évident un moral qui n'est pas bon parce qu'on accumule les missions et que dans l'autre sens, l'État n'est pas en mesure de les payer comme il le devrait. Et donc ça, c'est un vrai sujet, de la même façon que les conditions qui sont les leurs dans les commissariats qu'ils montrent à travers leur campagne de photos sont souvent indignes. Sur le matériel qui est le leur, etc. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on a des unités d'élite extrêmement bien équipées, entraînées, etc. et que le reste de la police suit avec du mal. Et donc, ceci, c'est un travail pour le ministre de l'Intérieur qui est sans doute essentiel parce que dans le moral des forces de sécurité repose la sécurité des Français eux-mêmes. Il y a plusieurs raisons à ce malaise persistant. Il y a d'abord
les économies qui ont été annoncées au début d'été. Oui. 450 millions parlé pour les forces de l'ordre. Oui, c'était un peu plus pour l'intérieur, pour le ministère de l'Intérieur, c'était 526 millions. J'insiste parce que dans le ministère de l'Intérieur, il y a aussi les pompiers, la sécurité civile, et on a vu notamment qu'après avoir décidé d'annuler la commande d'un bombardier d'eau face aux incendies d'été, Gérard Collomb a été obligé d'en annoncer la commande de 6, qui était déjà annoncée pour plus tard. Mais bon, tout ça, c'est ce qui se passe, c'est qu'avec ces réductions de crédit, c'est du matériel qui n'est pas renouvelé en temps et en heure. Je voyais il y a 2 jours, je ne sais plus sur quelle chaîne, une belle série policière mettant en scène la gendarmerie, où les gendarmes dans cette série étaient équipés d'une 208 flambant neuve, d'une 2008 flambant neuve. J'ai beaucoup circulé dans les campagnes cet été. J'ai jamais vu une voiture de gendarmerie dans cet état. Par contre, j'en ai vu beaucoup qui étaient très anciennes. Voilà, c'est ça aussi qui pose problème. Ensuite, il y a des mesquineries. Vous avez un mouvement en ce moment chez les CRS qui, quand ils sont appelés à monter à Paris pour venir faire du maintien de l'ordre ou circuler, se portent malades. Ou pourquoi? Parce qu'ils ont une indemnité. Vous appelez ça de la mesquinerie? Non, ce qui est mesquin, c'est le fait qu'ils ont une indemnité de déplacement de 39 € par jour, et que d'un seul coup, le gouvernement a décidé que cette indemnité serait incluse dans le salaire, donc soumise à cotisation. Ah oui, c'est la mesquinerie de la part de l'administration, voilà, et de l'exécutif. C'est de leur disputer ce genre de choses. Mais il est vrai qu'on a rémunéré les traitements des fonctionnaires de police ont été maltraités depuis des années, que l'on a très souvent remplacé ça par des aménagements horaires, des jours de congé, que tout ça, il est vrai, mériterait un grand... C'est vrai qu'actuellement on voit monter une grogne, comme on appelle ça, une protestation. Mais la crise morale est réelle. Elle peut être importante, c'est qu'elle n'est pas dirigée par des organisations syndicales, puisque c'est une association en l'occurrence. 2 associations. Les policiers mettent en cause leurs syndicats qui sont dans la cogestion complète du ministère depuis des années et des années. Bon, je voudrais avoir votre sentiment sur cette interview. Je pense qu'on va en parler. Jean-Michel Blanquer, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Interview dans l'Obs. Il veut tester la méthode syllabique et même, au-delà de la tester, la remettre en place. Et non plus la méthode globale pour l'apprentissage de la lecture. Réhabiliter également les internats, donner plus d'autonomie aux établissements. Et il rend les excès de pédagogie et d'égalité, je le cite là, responsables des mots français davantage que l'élitisme supposé du système. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment il a raison sur tout. Il a raison sur tout, M. Blanquer. Et ceci depuis sa première déclaration, depuis qu'il a été nommé ministre. Et là, je dois dire que François Bayrou aurait une très bonne idée en soutenant ce qu'il dit, ce que je pense qu'il devrait faire. Il y a des années que tous les enseignants, enfin une grande partie d'entre eux, savent que la méthode globale, même si on a appris beaucoup à lire avec ce système depuis, cette méthode globale n'a pas donné de bons résultats. On le savait, on le sait. Et que nous ayons encore des enfants à l'entrée de la classe de 6e, qui ne sachent pas bien lire, en dehors des problèmes d'écriture et d'orthographe qui sont autre chose, mais tout de même, c'est la base de tout que la lecture. Eh bien, je comprends très très bien ce que dit M. Blanquer. L'interview de M. Blanquer est assez révélatrice. On savait qu'à Bercy, les ministres étaient de droite à l'Éducation nationale. Manifestement, c'est la même chose. Alors, bon, il relance. La question, c'est l'efficacité. Non, mais c'est pas que sur l'efficacité. Il relance une querelle largement théorique sur l'apprentissage de la lecture. Ah, vous trouvez? Oui, elle est largement théorique. Pourquoi? Parce que quand ils savent pas lire, c'est pas théorique. Non. Quand ça, c'est au niveau du résultat et c'est pas forcément sur la méthode. Pourquoi? Parce que la méthode globale pure, ça fait des années et des années que la plupart des enseignants la mixent avec la méthode syllabique. Donc ils la contestent.
Mais elle est, mais bien évidemment qu'elle est contestée en pratique, elle n'est plus vraiment suivie. Par contre, il y a d'autres annonces qu'il fait qui sont typiques de ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire on annonce beaucoup de choses, etc. Avec quels moyens? Parce que quand il dit je veux réhabiliter les internats ou que les chefs d'établissement embaucher, il n'y a pas besoin de moyens. Il y a besoin de moyens. Parce que quand il dit réhabilitation des internats, il dit qu'il faudrait pouvoir y faire du sport, des activités, etc. Mais ça, c'est des internats rêvés comme ça peut exister, des fois dans le privé, des fois beaucoup en Angleterre. Oui. Mais ça coûte. Si c'est des internats dans le public, ça va coûter. Ça n'est pas donc il le fait avec quels moyens? Moi, je suis pas fou, je suis pas opposé à ce genre d'internat. Au contraire, mais c'est des moyens. Ensuite, quand il veut mettre en 6e des classes spécialisées, musique, sport, toutes sortes d'activités, là aussi, il faut des moyens. Il les trouvera où, M. Blanquer, avec le budget d'austérité qui nous est annoncé. Ensuite, l'autonomie. Alors, l'autonomie, on en a entendu parler dans la campagne, c'était annoncé effectivement par Emmanuel Macron. Ouais. C'est la concurrence, c'est entre les établissements, ce qui pose inévitablement problème, puisqu'on se retrouve toujours avec une ségrégation sociale à l'arrivée. Oui. Et c'est quelque part une remise en cause aussi du caractère national de l'éducation. La ségrégation sociale, qui est un vrai mal, puisque cela s'oppose à l'ascenseur social. Cette ségrégation sociale, elle est l'échec du système que nous avons. C'est ce système-là qui produit la ségrégation dont vous parliez. Pourquoi? Parce que quand ce n'est pas l'enseignant qui conduit l'élève avec les bonnes méthodes à avoir de succès, ce sont les parents qui se substituent à lui. Et c'est là que, effectivement, les parents qui sont eux-mêmes enseignants, fonctionnaires de classe moyenne et autres, pour choisir les bons établissements, les bonnes filières, il faut que les parents aussi soient informés. Et là, il y a une ségrégation. Au succès. Et la ségrégation, elle est celle de l'échec. Et c'est ça qu'il y a de pire. Merci. J'étais sûr que cette interview de Jean-Michel Blanquer allait vous faire réagir. Et je pense qu'elle va faire réagir aussi les syndicats d'enseignants. On verra ça dans les jours qui viennent. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur le plateau de LCI. Tout de suite, un nouveau journal. L'info continue.